13 juillet 2025. Paris. Le palais de l'Élysée. Une salle où se décide l'avenir de l'Europe. Des conseillers entourent une table. Des chiffres s'affichent sur les écrans. 64 milliards d'euros. Le budget militaire français pour 2027. 13% d'augmentation. Le plus massif depuis des décennies. Et au centre de cette pièce, un homme observe ces données. Emmanuel Macron. Président de la République française. Il sait ce que ces chiffres signifient. Il sait que ce n'est pas qu'une question de budget. C'est un message. Un message au Kremlin. Un message à l'Europe. Un message au monde entier. La France ne reculera pas. Et quand il prononce ces mots, une phrase qui va résonner dans toutes les capitales européennes, je cite, « Pour être libre dans ce monde, il faut être redoutable. Et pour être redoutable, il faut être puissant. » Fin de citation. Redoutable. Ce mot n'est pas choisi au hasard. Ce mot est une déclaration. Une ligne tracée dans le sable. Une réponse à celui qui croyait que l'Europe était faible. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un président français en est-il venu à parler de puissance militaire avec une telle détermination? Et surtout, pourquoi Moscou, qui ne recule jamais, semble soudain inquiet? Parce que ce n'est pas qu'une augmentation budgétaire. C'est un tournant historique. C'est le moment où la France a cessé de croire que la diplomatie seule pouvait tout résoudre. C'est le moment où l'Europe a compris qu'elle devait se défendre elle-même. C'est le moment où Macron a saisi que face à un tyran, il n'y a qu'une langue. La fermeté. La détermination. La force. Et cette histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce basculement. L'histoire de comment un homme a décidé de ne plus jouer selon les règles du Kremlin. L'histoire de comment la France a retrouvé sa voie. L'histoire de comment, parfois, pour préserver la paix, il faut avoir le courage de montrer sa puissance. Revenons en arrière. 24 février 2022. La Russie envahit l'Ukraine. Les chars franchissent la frontière. Les missiles pleuvent sur Kiev. Des millions de civils fuient. Et l'Europe? L'Europe est sous le choc. Paralysée. Incrédule. Car personne ne voulait y croire. Qu'au XXIe siècle, un pays puisse en envahir un autre. Que les frontières puissent être redessinées par la force. Qu'un dictateur puisse croire qu'il peut agir en toute impunité. Et la France? La France condamne. Fermement. Elle impose des sanctions. Elle envoie des armes. Elle accueille des réfugiés. Mais au fond, une question hante les esprits. Sommes-nous prêts? Prêts à nous défendre? Prêts à protéger l'Europe? Prêts à affronter une menace qui ne se contente plus de mots? Car voilà la vérité que personne ne voulait entendre. Pendant des décennies, l'Europe a cru que la paix était acquise. Que l'histoire était terminée. Que les guerres appartenaient au passé. Que le commerce et la diplomatie suffiraient. Que la Russie était un partenaire. Un partenaire difficile, certes. Mais un partenaire quand même. Et la France? La France a réduit ses dépenses militaires. Elle a fermé des bases. Elle a diminué ses effectifs. Elle a cru, comme les autres, que l'armée n'était plus une priorité. Que l'argent serait mieux dépensé ailleurs. Dans l'éducation. Dans la santé. Dans le social. Et c'était compréhensible. C'était même louable. Mais c'était une erreur. Une erreur que Vladimir Poutine a parfaitement comprise. Et qu'il a exploitée. Car Poutine n'a jamais cru à la fin de l'histoire. Poutine n'a jamais accepté l'ordre mondial établi après la chute du mur. Poutine rêve d'un empire. D'une Russie grande. Puissante. Respectée. Ou plutôt, crainte. Et il a observé l'Europe. Il a vu sa faiblesse. Ses divisions. Ses hésitations. Il a vu que l'Allemagne dépendait du gaz russe. Que la France hésitait à s'engager. Que l'Europe n'avait plus d'armée digne de ce nom. Et il a pensé que le moment était venu. Le moment de reprendre ce qu'il considérait comme sien. L'Ukraine d'abord. Puis peut-être la Moldavie. La Géorgie. Les pays baltes. Jusqu'où irait-il? Personne ne le savait. Mais une chose était certaine.
Il ne s'arrêterait que face à la force. Face à la détermination. Face à un adversaire prêt à se battre. Et c'est là qu'Emmanuel Macron entre en scène. Pas immédiatement. Pas dès le premier jour. Mais progressivement. Car Macron est un homme qui apprend. Qui observe. Qui analyse. Au début de la guerre, il a essayé la diplomatie. Il a appelé Poutine. Encore et encore. Il a tenté de négocier. De trouver une issue. De préserver un canal de dialogue. Et on l'a critiqué pour ça. On a dit qu'il était naïf. Qu'il perdait son temps. Qu'il donnait l'impression de faiblesse. Mais Macron savait ce qu'il faisait. Il testait. Il cherchait à comprendre. À mesurer la détermination de son adversaire. Et ce qu'il a découvert l'a convaincu. Poutine ne négocie pas, Poutine ne comprend qu'une chose. Le rapport de force. La puissance. La capacité de l'adversaire à lui tenir tête. Alors Macron a changé de stratégie. Radicalement. En février 2024, il prononce une phrase qui fait l'effet d'une bombe. Il évoque la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Des soldats. Sur le terrain. Prêts à combattre. Le Kremlin s'affole. Les alliés européens s'inquiètent. Les pacifistes crient au scandale. Mais Macron ne recule pas. Car il a compris quelque chose d'essentiel. Que le silence est une faiblesse. Que l'ambiguïté est une force. Que tant que Poutine ne sait pas jusqu'où la France est prête à aller, il doit calculer. Hésiter. Réfléchir. Et c'est exactement ce que Macron veut. Créer le doute. Montrer la détermination. Prouver que la France n'est pas un pays qui se laisse intimider. Mais les mots ne suffisent pas, Macron le sait. Il faut des actes. Des preuves concrètes. Des investissements massifs. Et c'est là qu'intervient la décision historique. 13 juillet 2025. Macron annonce une augmentation de 13% du budget militaire pour 2026. 3 milliards et demi d'euros supplémentaires. Et encore 3 milliards pour 2027. Objectif, atteindre 64 milliards d'euros. 3% du PIB d'ici 2030. Le double de ce que la France dépensait il y a quelques années. C'est colossal. C'est sans précédent. C'est un signal. Un signal que la France ne plaisante pas. Qu'elle est prête à investir dans sa défense. Qu'elle est prête à devenir la colonne vertébrale militaire de l'Europe. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Parce que le temps presse. Les experts militaires sont unanimes. La Russie se prépare. Elle reconstitue ses forces. Elle augmente sa production d'armement. Elle mobilise son économie de guerre. Et selon les renseignements, d'ici 2029, elle sera capable d'attaquer un pays de l'OTAN. 2029. C'est dans 4 ans. 4 années pour se préparer. 4 années pour reconstruire une armée. 4 années pour montrer à Poutine qu'il ne peut pas gagner. 4 années pour sauver la paix en Europe. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Pas de préparer la guerre. Mais de l'empêcher. En étant si fort que personne n'ose attaquer. Et Macron n'est pas seul dans cette analyse. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, le confirme. Les chefs d'état-major le répètent. Les services de renseignement le documentent. La menace est réelle. La menace est imminente. La menace est existentielle. Car si la Russie attaque un pays balte, que se passera-t-il? L'article 5 de l'OTAN sera-t-il activé? Les États-Unis interviendront-ils? Et si oui, à quel prix? Une guerre mondiale? Un conflit nucléaire? Ou pire encore, l'OTAN se divisera-t-elle? Certains pays refuseront-ils d'intervenir? L'alliance se brisera-t-elle? Et alors, ce sera la fin. La fin de la sécurité européenne. La fin de l'ordre international. La fin de tout ce qui a été construit depuis 1945. C'est pour éviter ce scénario que Macron agit. C'est pour préserver l'OTAN qu'il renforce l'armée française. C'est pour sauver l'Europe qu'il investit des milliards. Car il a compris la leçon de l'histoire. La leçon de 1938. Munich. Chamberlain et Daladier face à Hitler.
Ils ont cru acheter la paix en cédant les Sudètes. Ils ont cru qu'Hitler se contenterait de ça. Ils ont cru que l'apaisement fonctionnerait. Mais un an plus tard, c'était la guerre. La pire guerre de l'histoire. 60 millions de morts. Parce qu'ils ont montré de la faiblesse. Parce qu'ils ont hésité. Parce qu'ils ont cru que les mots suffiraient. Macron ne veut pas répéter cette erreur. Macron veut être celui qui a dit non. Qui a tenu bon. Qui a montré la force quand il le fallait. Mais cette décision a un coût. Un coût politique. Un coût économique. Un coût social. Car 13% d'augmentation, c'est énorme. C'est des milliards qui ne seront pas dépensés ailleurs. Dans les hôpitaux. Dans les écoles. Dans les retraites. Et les Français le savent. Ils le ressentent. Ils s'interrogent. Est-ce vraiment nécessaire? Ne pourrait-on pas négocier? Ne pourrait-on pas trouver une autre solution? Et Macron doit répondre à ces questions. Il doit convaincre. Il doit expliquer. Il doit montrer que c'est un investissement. Pas une dépense. Un investissement dans la sécurité. Dans la paix. Dans l'avenir. Car sans sécurité, il n'y a pas d'économie. Sans paix, il n'y a pas de prospérité. Sans défense, il n'y a pas de liberté. Et puis il y a l'opposition. À gauche, certains dénoncent une militarisation. Ils parlent de course aux armements. Ils évoquent les dangers de l'escalade. Ils citent les leçons du passé. Ils rappellent que c'est l'accumulation d'armes qui a mené à 1914. Que c'est la logique militaire qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Et ils ont peur. Peur que l'histoire se répète. Peur que la France s'engage dans une spirale dont elle ne pourra plus sortir. Peur que les milliards dépensés dans l'armée ne servent qu'à préparer un conflit inévitable. Mais Macron leur répond. Il leur dit que c'est précisément l'inverse. Que c'est la faiblesse qui invite à l'agression. Que c'est l'hésitation qui encourage le tyran.